Bonjour à tous, à ceux qui commencent à rentrer sur ce webinaire. On va attendre quelques instants avant de démarrer. Pour ceux qui se sont connectés entre-temps, bienvenue. On va démarrer d'ici 1 à 2 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à me faire remonter s'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit dans le chat. Je vous propose de démarrer. On a un planning assez dense en tout cas pour ce webinaire. Donc, bienvenue à tous en tout cas. Effectivement, un salut particulier aux membres du réseau LPVIA. Le webinaire d'aujourd'hui, donc, il nous amène en tout cas jusqu'à 12h45. On pourra déborder jusqu'à 13h pour ceux qui le souhaitent pour poursuivre en tout cas la session de questions-réponses. Donc, le thème d'aujourd'hui, lié en santé, de la théorie à la pratique. Vos équipes sont-elles prêtes? Donc, normalement, vous devez voir le support qui s'affiche à l'écran, idem, hein. Si jamais vous avez des difficultés à un moment dans le webinaire, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour vous assurer, voilà, ça nous permettra de faire le nécessaire. Quelques points de rappel, hein, les micros et caméras sont coupés, c'est normal, c'est fait pour. Une séance de questions-réponses est prévue plutôt en fin de prestation, enfin en fin de présentation. Donc derrière, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on pourra du coup y répondre. Les différents intervenants pourront proposer leurs différents éléments de langage. Et ce webinaire est enregistré et vous sera communiqué en replay à partir de la semaine prochaine. Avec vous aujourd'hui, donc je vais commencer par Barbara, qui est directrice générale de l'INES, ambassadrice IA France 2030, François Strane, qui est responsable de projet innovation côté Etikia, Nausicaa Mallorca, qui est manager à Wellium, et moi-même, qui est directeur conseil à Wellium. Donc on va porter ce webinaire à trois voix, donc l'INES, Etikia et Wellium, sur différentes sessions. Donc là, on va avoir pareil, un planning qui est assez chargé, avec quelques chiffres et constats. On ira assez vite sur la partie conduite d'un projet IA, qui est le cœur du webinaire, avec la place de l'éthique dans un second temps avec Éthique IA, puis avec la formation et montée en compétences des équipes avec l'INES. Et on finira par un baromètre d'autodiagnostic qui vous sera présenté et où chacun pourra faire son autodiagnostic de maturité. Et à la fin, on aura une session de questions-réponses d'environ une quinzaine de minutes, ce qui nous fera probablement déborder jusqu'à 13h. Alors, pour commencer sur les chiffres et constats, euh, ça vous l'ignorez pas, l'intelligence artificielle est clairement déjà installée dans les établissements. On a 53% des soignants qui déclarent utiliser l'IA dans leur pratique, souvent via des outils bureautiques ou conversationnels, hein. D'ailleurs, des usages qui ne sont la plupart du temps pas encadrés. On a en parallèle 80% des établissements publics qui identifient l'IA comme un levier d'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est le baromètre FHF 2025 qui nous le dit. Et ce même baromètre nous indique que 22% des établissements ont une politique formalisée de gouvernance ou d'encadrement des usages IA. Donc on voit bien que d'un côté, on a de plus en plus de soignants et de professionnels des établissements qui utilisent l'IA. Les établissements qui ont conscience que derrière, il y a cette vague, il y a ces opportunités aussi, et ces risques indirectement, hein, qui se développent au sein des services. Et pourtant, on a encore peu d'établissements, 22%, qui ont une politique qui l'encadre. Ce qui nous amène au final à plusieurs constats. Déjà, l'écosystème IA, il est mouvant,
il est difficile à appréhender. On a un marché qui se densifie avec beaucoup de solutions. On a quelques cas d'usage qui commencent à sortir quand même du lot et à basculer sur des niveaux de maturité un peu plus importants. On a bon, la conciliation médicamenteuse, la gestion des plannings, l'aide au diagnostic. On a voilà, quelques cas d'usage en tout cas qui ressortent, même si derrière on a beaucoup d'expérimentations qui sont menées dans différents établissements. Par contre, souvent se pose la question du passage à l'échelle. On a un cadre réglementaire aussi qui progresse très vite, aussi bien en France qu'au niveau européen. On a quand même 7 textes entre 2023 et 2025. Donc on a bien sûr l'IACT au niveau européen, mais au niveau français, on a la réglementation sur l'EDM, l'EDM DIV. On a également aussi les institutionnels comme l'HAS aussi qui se positionnent de plus en plus sur l'utilisation de l'IA en établissement. Et en dessous, les établissements qui au final ont encore du mal à s'y retrouver entre le cadre réglementaire qui évolue, la pluralité des solutions, tout le monde fait de l'IA maintenant ou presque, et donc au final, c'est difficile pour l'établissement de s'y retrouver et de surtout d'accompagner le développement de ces usages, notamment qui se développent au niveau des différents services. Ce qui me permet du coup de basculer sur thématique suivante, et je vais passer la main notamment à Françoise sur les enjeux éthiques. Oui, merci Arnaud. Du coup, on ne peut pas parler de déploiement de solutions d'IA sans parler d'enjeux, notamment d'enjeux juridiques et éthiques. Tout d'abord, de biais algorithmiques. Lorsqu'une IA apprend à partir de données qu'on lui donne, si ces données sont biaisées, par exemple sous représentation de certaines populations, l'IA va produire des résultats discriminatoires. On peut aussi parler de biais cognitifs, c'est-à-dire que ça va être le risque que les soignants fassent une confiance excessive au résultat de l'IA. Et d'où le cadre comment dire, réglementé, c'est aussi prévenir ces dérives-là. À côté des biais, il y a aussi les hallucinations, c'est-à-dire les IA qui ont tendance à halluciner. Il leur arrive de produire des résultats fictifs et faux qui ne sont pas basés sur des données factuelles. Et il y a aussi tout le risque de déshumanisation de la relation entre médecins-patients, ainsi que le risque de délégation, aussi bien du côté des patients au profit du système d'IA que du professionnel au profit du système d'IA. Et ça soulève aussi des questions de risque de mésusage, de responsabilité. En santé, du coup, lorsqu'une IA est impliquée, la question est qui est responsable? Est-ce que ça va être le concepteur, le fournisseur, l'établissement de santé, le professionnel qui s'en est servi? Et il y a aussi des enjeux de transparence sur le recours à ces systèmes-là. La transparence, c'est vraiment un principe clé dans le sens où patients et professionnels de santé doivent être informés quand une IA est utilisée et dans quel but. Et c'est une exigence éthique, mais aussi juridique, car chacun a droit de savoir si une décision qui le concerne a été assistée par une solution d'IA. Donc tous ces enjeux ont un impact sur la transformation des organisations, mais également cela explique l'appréhension, l'inquiétude des professionnels de santé et des patients. D'où la nécessité qu'il y ait une garantie que toute décision finale implique un acte, enfin, qui implique un acte médical soit pris par un être humain et non pas par une machine. Et on pourra revenir justement plus tard, un peu plus en détail dans ce webinaire-là sur les enjeux éthiques et surtout les Oui. moyens derrière de mettre en place cette fameuse garantie humaine. Et donc, on a un paradoxe en fait dans ce contexte. On a un cadre qui se structure avec des usages qui restent très hétérogènes et puis un enjeu qu'on partage tous qui est pas de savoir, qui n'est plus de savoir si les équipes utiliseront l'IA, sans se poser la question il y a quelques mois maintenant, mais la vraie question du jour, c'est plutôt comment elles le feront et comment faire en sorte en tant qu'établissement pour l'encadrer et tout en justement ne bridant pas non plus l'innovation et les différents usages qu'on peut trouver au sein des services. Et donc, ce qui nous permet de basculer sur au final, la conduite d'un projet IA. Et donc, derrière, on va avoir notamment un point qui est important pour nous, une méthode que Nausicaa pourra vous détailler, qui est de contextualiser, d'aligner, d'acculturer et d'encadrer. Là-dessus, on a au final, c'est les 4 grands piliers que nous, on utilise pour déployer l'IA en sécurité et surtout avec du sens pour les professionnels, l'établissement et les patients, et avec méthode. Donc, merci Arnaud. Tout d'abord, on va contextualiser. Pourquoi contextualiser? Parce qu'un projet IA doit être au service de l'établissement. Pour que ça soit possible, il faut qu'on interroge le projet d'établissement, le schéma directeur et le projet médico-soignant. Au fait, il faut s'approprier de la vision, des valeurs et également des contraintes et du niveau de maturité numérique de l'établissement.
pour ensuite aller sur une phase d'alignement. L'alignement, c'est le cœur de notre démarche projet, que d'un premier regard, ça peut vous paraître assez classique, mais pour autant, la vraie différence entre un projet IA et un projet plus classique, comme un déploiement de DPI ou de gamme, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à des équipes, à des utilisateurs qui se sont déjà appropriés de l'outil, qui ont développé des usages souvent non conformes et aussi qui ont des a priori très très forts. Donc, dans une phase de diagnostic de maturité, bien sûr, nous allons mesurer la maturité numérique, mais également quels sont les a priori, quels sont les usages. Donc, on va cartographier les usages qui ne sont pas conformes et également sur les a priori, on peut décliner des forts leviers pour la conduite du changement. Et cette partie-là, elle est juste indispensable pour la suite du projet. Sur l'analyse de fiabilité, c'est plutôt quelque chose de technique. Donc, on va interroger le type d'hébergement que l'on souhaite, également inscrire ce projet IA dans la cartographie applicative de l'établissement ou du groupe et évidemment identifier des solutions. Comme Arnaud a évoqué en début de webinaire, le marché regorge de solutions, donc on peut en présenter plusieurs pour le même besoin. Et c'est seulement dans la phase de choix de la solution qu'on va ajouter une couche de questionnement plutôt au niveau budgétaire, c'est-à-dire quels sont les coûts pour l'hébergement, pour le maintien, et ensuite arriver à une solution IA qui va aligner justement l'humain, l'équipe et l'établissement. Vous allez voir que le process d'alignement, il est accompagné par deux autres process que nous allons que nous allons évoquer en tant que démarche qualité IA, telle qu'on l'a baptisée, évidemment aussi la formation. Pour ce qui concerne la démarche qualité IA, à nouveau, Arnaud, il l'a évoqué en début de webinaire, nous sommes sur un contexte qui est mouvant, qui est évolutif. En 3 ans, nous avons eu 7 textes contraignants et aussi de bonnes pratiques qui ont été publiés et on se doit de livrer un projet qui est conforme à plusieurs niveaux, bien évidemment l'IA Act, mais aussi qu'on puisse valoriser dans le cadre d'une certification. Mais Arnaud va vous détailler un peu plus cela d'ici quelques minutes. Concernant la formation, c'est notre parti pris, c'est notre vision, c'est se dire que former, acculturer, c'est nécessaire pour que nos équipes, et surtout vos équipes, aient un esprit critique et puissent s'approprier du projet en étant conscients de l'impact et de la responsabilité qu'elles engagent en utilisant des liens au quotidien. Et aussi pour la partie formation, nos partenaires Etikia et Inès interviendront. Donc Arnaud, je te laisse à nouveau la parole pour détailler la démarche qualité. Alors là-dessus, on voulait faire quand même un arrêt sur image sur notamment la certification HAS, hein. On voit bien que les sujets IA sont déjà intégrés dans cette certification. Et il y a plusieurs points qu'on souhaitait vous partager, hein. C'est qu'à minima, un projet IA doit être conforme et surtout valorisable devant un expert visiteur numérique. On a aussi deux autres convictions aussi là-dessus. C'est que pour l'instant, si on n'a pas encore les usages qui doivent être cartographiés, en tout cas dans la certification, on a néanmoins l'obligation, et ça c'est ce qui est écrit justement en rouge au-dessus, hein, l'établissement pilote l'usage des dispositifs médicaux numériques professionnels, en particulier ceux faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc on a besoin de cartographier les DMN qui utilisent l'IA. Et nous, ce qui nous semble intéressant et important, c'est de pouvoir aussi aller soit avant cette certification, pouvoir cartographier les usages IA au sein des équipes, ce qui permettra derrière de faciliter justement cette certification sur ces cartographies DMN, soit de profiter pour ceux qui sont déjà en certification, de pouvoir aller un peu plus loin, en se dire, bon, bah, j'ai cartographié mes DMN, si qui utilise l'IA, bah, je vais aller un peu plus loin. En fait, au final, j'ai profité de ces travaux pour cartographier l'ensemble de mes usages IA. Et ça doit permettre, en fait, au final, de également lutter, ou en tout cas d'encadrer les fameux usages non conformes qu'on a évoqués au début. C'est ce qu'on appelle autrement dit aussi le shadow IA, où on va avoir des professionnels qui, parce qu'il y a un flou, parce qu'il y a un besoin, vont utiliser des outils d'IA dans leur pratique sans pour autant que ce soit encadré par l'établissement. Et donc,
profiter de cette démarche aussi de certification, que ce soit en amont ou en aval, permet aussi de les identifier et pas forcément, le but n'est pas de les brider, mais c'est vraiment de les encadrer, de les sensibiliser. Et pourquoi pas, quand l'usage justement est pertinent, l'encadrer et le partager en fait aux autres pôles et services de l'établissement. Mais ça, on pourra venir tout à l'heure si jamais vous avez des questions. Donc, on vous a donné quelques exemples justement d'actions possibles, hein, anticiper la certification HAS, le cadre assorti d'actions concrètes et des sessions de sensibilisation qui sont particulièrement importantes. Et là, maintenant, justement, qui dit Shadow IA dit aussi éthique. Et donc, je vais passer la main à Françoise. Oui, quand on parle de l'éthique, souvent ça paraît abstrait au premier abord et la question est comment opérationnaliser justement l'éthique. Et cela se passe via le principe de garantie humaine, de supervision humaine au contrôle humain. Et c'est un principe qui recouvre le besoin de ne pas laisser les systèmes d'IA opérer indépendamment de tout regard humain. L'idée au sein d'Ethica, de la méthodologie qu'on a mis en place, c'est vraiment d'initier un encadrement dès la phase de conception de ces solutions d'IA-là, donc by design, et durant toute la phase d'utilisation. Et ce, dans un dialogue partagé entre les professionnels, le concepteur, la représentante de patient. Et c'est en supervisant justement le développement de ces IA que ce principe de garantie humaine va permettre à l'humain de mieux appréhender les capacités, les risques, les limites, et d'avoir justement, de garder cet esprit critique. Et opérationnellement, ce principe de garantie humaine, il va se traduire par la mise en place de collèges de garantie humaine, que ce soit côté concepteur ou, comment dire, Arnaud, si tu peux juste revenir sur l'ancienne slide. Pardon. Pas de souci. Au niveau du principe de garantie humaine, donc c'est via des collèges, que ce soit au niveau concepteur ou au niveau utilisateur établissement. Et il faut savoir que à ce niveau-là, le cheminement de la garantie humaine, il a été consacré aussi bien au niveau national dans le cadre de l'article 17 de la loi bioéthique, au niveau international dans le cadre des recommandations de l'OMS sur l'éthique et la gouvernance de l'IA en 2021, et au niveau européen dans le cadre du règlement européen sur l'IA qui est entré en vigueur du coup en août 2024. Et donc, dans ce cadre-là, la garantie humaine devient, comment dire, une norme obligatoire dont le non-respect, du coup, d'une supervision humaine effective, traçable et proportionnée par rapport au risque, va exposer, du coup, les acteurs à des potentielles sanctions financières. Au niveau, comment dire, de cette garantie humaine-là, comment elle se traduit au niveau du règlement européen? Il faut savoir que le règlement européen impose à tous les fournisseurs d'IA à haut risque, autrement dit les IA qui peuvent entraîner des risques pour la sécurité, la santé ou encore les droits fondamentaux des personnes, une obligation de se conformer aux principes de contrôle humain dès la conception. Et en d'autres termes, cela signifie que ces solutions d'IA doivent être conçues et développées de manière à pouvoir être supervisées par des êtres humains afin de prévenir ou minimiser les risques potentiels. Côté utilisateurs des IA à haut risque, ils ont l'obligation de mettre ce contrôle humain comment dire, en utilisant les ressources fournies par les fournisseurs, dans la documentation technique notamment, pour assurer la conformité du système et son bon fonctionnement après la mise en service ou la mise sur le marché. Donc, les utilisateurs doivent s'assurer que le contrôle humain soit assigné à des personnes qui ont les compétences, la formation, les ressources nécessaires. Et il faut savoir aussi que, comment dire, du coup, Arnaud en a parlé hein, au niveau du référentiel HAS, la HAS justement a intégré tous ces enjeux éthiques par rapport à l'IA dans les critères de gouvernance des établissements, notamment, où on va retrouver cette notion de collégialité, de garantie humaine, mais également au niveau de la cartographie et de l'information des patients. Et justement, quand on parle de gouvernance, il faut savoir que la structuration d'une gouvernance autour de l'IA au cœur d'un établissement est vraiment essentielle pour intégrer justement de manière efficiente ces solutions d'IA. La gouvernance, c'est vraiment au centre de la stratégie d'adoption de l'IA et le but, c'est de veiller à ce que les initiatives soient en adéquation avec les objectifs globaux de l'établissement tout en respectant le cadre réglementaire et en intégrant la politique de gestion de risque de l'établissement. Et en interne, cette gouvernance, elle peut se traduire justement par la mise en place d'un collège de garantie humaine à l'échelle de l'établissement qui va permettre, en termes d'éthique, de porter un regard humain sur l'ensemble des projets qui intègrent de l'IA au sein de l'établissement dans une logique d'amélioration continue
d'intégrer la politique de gestion de risque. Et c'est justement, comment dire, le but, c'est de centraliser cette supervision des différentes solutions utilisées dans l'établissement au sein d'un seul et même collège. On part de l'existant. Le but, c'est pas de rajouter une strate administrative supplémentaire. Et ça va également permettre de faciliter le dialogue et la coordination entre les différentes instances. Et donc, au niveau de ce collège, à titre d'exemple, on va retrouver la direction qui va définir notamment la vision stratégique, soulever les questions de ressources nécessaires pour les initiatives d'IA, la DSI pour tout ce qui est infrastructure nécessaire à l'IA, garantir également la sécurité des systèmes et des données, le comité éthique pour évaluer tout ce qui est implication éthique des projets d'IA, veiller au respect des principes fondamentaux dans l'application de l'IA, des représentants de patients et d'usagers. C'est vraiment important de pouvoir les intégrer puisqu'ils vont s'assurer justement que les solutions d'IA répondent à leurs besoins et ça va justement asseoir cette notion d'acceptabilité sociale et d'impact des technologies d'IA sur l'expérience patient. Et également les médecins et chefs de pôle qui vont identifier les besoins, notamment cliniques, où l'IA peut être appliquée dans l'évaluation de l'impact de l'IA sur la pratique clinique et dans la supervision justement de l'IA dans les soins aux patients, le pôle qualité gestion de risque et également le DPO pour s'assurer que les projets d'IA respectent les réglementations sur la protection des données. Donc vous voyez en termes de gouvernance, si on devait résumer les fonctions principales de cette gouvernance IA, c'est vraiment le pilier de la stratégie d'adoption de l'IA qui va garantir un déploiement maîtrisé, aligné avec les objectifs de la structure, mobiliser les ressources nécessaires en termes de compétences, donc cela soulève la question de la formation, l'infrastructure, les financements, et ça permet d'intégrer dès l'amont les enjeux éthiques, réglementaires, qualité de données, sécurité et valorisation avec l'appui des instances internes qu'on vient de citer. Et on va avoir du coup le même degré d'information, ça va coordonner l'ensemble de ces parties prenantes pour assurer justement cette approche globale et définir la feuille de route, la stratégie, les objectifs cohérents avec les besoins réels d'établissement. Au niveau des TIC-IA, dans le contexte comment dire, de cet essor rapide de l'IA dans le domaine de la santé, le but, c'est de pouvoir garantir des solutions responsables, transparentes et conformes, qui devient donc une nécessité éthique et sociétale. Et dans le cadre du process de garantie humaine, Ethic-IA a déployé une solution SaaS qui va permettre de cartographier, d'évaluer les risques et de mettre en conformité justement ces solutions d'IA afin d'anticiper l'entrée comment dire, en vigueur de la IA Act et de répondre aux exigences justement des différents critères de la certification HAS. Cette plateforme, elle est hébergée en environnement HDS et Secnum Cloud. Et il s'agit de la première application souveraine de traçabilité et de mise en conformité des solutions d'IA. Donc, vous avez trois fonctions principales. La première, c'est la cartographie des solutions qui va permettre de recenser ces solutions-là au niveau de leurs risques, des besoins de mise en conformité au regard de la l'AIAC et la certification HAS. Donc, cela va permettre d'avoir un listing de solutions avec les différentes versions, la fiche d'identité du concepteur. On aura un détail par solution des usages, l'état des déploiements, l'architecture, le type de données utilisées. On va pouvoir assigner des responsables et des services référents dans le cadre de cette traçabilité et mettre en valeur le risque de l'état de leur mise en conformité. La deuxième étape, c'est l'analyse de risque qui va permettre d'estimer le risque de chaque solution au regard de la réglementation sur la base d'un arbre décisionnel. Et enfin, la troisième étape, c'est la mise en conformité. On va pouvoir identifier, grâce à la plateforme, les tâches de mise en conformité nécessaires, assigner des responsables, suivre la résolution et tracer, suivre les tâches de mise en conformité. Tout ça avec, du coup, un espace documentaire sécurisé en environnement HDS et Signum Cloud. Merci Françoise. Vous pourrez poser bien sûr des questions après à l'issue de ces séquences-là, sur notamment sur cette partie avec la plateforme. On va basculer maintenant sur le troisième thème, sur la formation et la montée en compétences des équipes, pour le coup, qui est pareil, le troisième pilier aussi essentiel pour le déploiement de l'IA au sein des établissements. Et donc, je vais passer la main maintenant à Barbara. Merci Arnaud. Donc effectivement, hein, on vient de le voir, la formation est aussi au cœur de la transformation du système et devient une nécessité hein, dans la mesure où on l'a vu, l'IA est intégrée dans les outils qui sont utilisés et l'IA peut aussi être, en tout cas dans le cadre de l'IA générative, un outil en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est plus intégré dans des outils déjà existants,
mais on doit aussi potentiellement savoir utiliser ces nouveaux outils d'IA générative. Donc, une des approches à avoir, c'est de concevoir effectivement une réelle stratégie de formation à l'IA, pas juste une culture globale, mais de l'intégrer, cette formation, dans les usages qui peuvent être faits au cœur des établissements, afin de rendre ces actions de formation immédiatement opérationnelles. C'est donner du sens à cette stratégie de formation qui implique, de toute façon, l'intégration de l'IA dans les usages implique à la fois une transformation culturelle et organisationnelle. Culturelle parce que c'est une culture du numérique à avoir, qui est un peu différente de celle qu'on pouvait avoir sur les usages des outils dont on a l'habitude jusqu'à présent. Et puis, c'est aussi se former pour devenir acteur de cette transformation et ne pas subir l'arrivée de ces nouveaux outils. Et pas que ces outils deviennent des pertes de temps pour les professionnels. Alors, comment on donne du sens et comment on met en œuvre? Donc, l'idée, c'est d'avoir des formations qui permettent vraiment d'ancrer les nouvelles notions dans des usages réels, et pas juste de se dire qu'est-ce que je pourrais en faire maintenant que j'ai ça en nouvelles connaissances ou compétences. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir à la fois une culture générale, d'avoir une vision d'ensemble de ce que peut permettre l'IA et l'IA générative, mais aussi d'avoir des formations ciblées parce que tous les professionnels ou tous les acteurs du système n'ont pas les mêmes besoins en termes d'objectifs, de connaissances ou de compétences à développer. Et donc d'avoir des formations qui soient vraiment qui permettent une transformation, une montée en compétences rapide. Et puis, on l'a vu, et on va peut-être le développer aussi un petit peu. L'idée, c'est de favoriser les échanges interprofessionnels parce que, en fait, l'arrivée d'outils numériques en santé et d'outils à base d'IA redistribue un peu les cartes sur le qui fait quoi. Par exemple, des outils de télésurveillance impliquent de nouvelles relations de travail entre des médecins et des infirmiers. Ces formations doivent favoriser donc ces nouveaux échanges. Euh, pour permettre d'avoir des formations qui aient vraiment du sens, l'idée, c'est aussi d'embarquer les professionnels de santé et aussi les autres acteurs impliqués dans les usages de l'IA, y compris les patients, dans la co-construction de ces formations. L'idée, c'est vraiment de construire du contenu qui parte des utilisateurs, des usagers, pour que, encore une fois, pour qu'une formation soit impactante, donner du sens à ce qui est transmis. On va le voir un petit peu par la suite quand on va peut-être plus cibler sur les formations que propose aussi l'INES et en partenariat aussi avec Wellium. L'idée, c'est aussi de proposer des formats souples. Euh, nous, effectivement, on met l'accent sur la formation à distance, mais l'idée dans la formation à distance, c'est aussi de permettre à la personne d'intégrer la formation dans sa vie, dans son contexte de vie, qu'il soit personnel ou professionnel, et du coup de lui permettre de suivre les formations en synchrone ou en asynchrone, mais aussi de choisir son support. Ça peut être un support vidéo, ça peut être un support audio ou ça peut être un support écrit selon sa préférence. Et pour donner du sens à la formation, c'est vraiment de contextualiser les apprentissages pour tout de suite percevoir les enjeux et comment ensuite les intégrer dans ses pratiques. Parmi les compétences qui sont à développer, donc il y a effectivement d'avoir une culture d'IA. Euh, Ensuite, de développer, alors là, c'est juste écrit esprit, mais en fait, il manque le mot qui va derrière, c'est l'esprit critique. Hein, c'est ce qui va aussi avec toute la notion qui est développée par Etiquia sur la garantie humaine, c'est-à-dire par rapport à cet outil, et notamment les outils d'IA génératifs qui peuvent avoir une interface qui est un peu trompeuse, en laissant penser que c'est des outils qui sont hyper accessibles et puis voilà, qui sont faciles d'utilisation, avoir un esprit critique pour bien prendre en compte que les outils d'IA générative, c'est pas des humains qui répondent à la question qui est posée par un humain, c'est juste des résultats statistiques et du coup de se dire, voilà, ce que l'outil me propose peut être faux. Et d'avoir cet esprit critique pour pouvoir faire le pas de côté et aller vérifier si ce qui est proposé par l'outil on peut lui faire confiance
ou si on peut émettre des réserves. Ensuite, l'idée de la formation, et on l'a vu aussi hein, avec ce que Etikia a présenté, c'est de vraiment mettre l'humain au centre. L'IA doit être un outil au centre de la relation médecin-patient. On l'a vu, hein, ça peut être un risque de déshumanisation, mais l'IA générative transforme aussi la relation médecin-soignant. Et par exemple, des expériences que j'ai vécues, c'est un étudiant qui faisait remonter le fait qu'il demandait à ce que les étudiants soient formés à la communication dans la relation médecin-patient, maintenant que le patient arrive avec lui aussi en ayant interrogé un outil d'IA génératif par rapport à sa pathologie, par exemple. Et du coup, ce n'est plus que le soignant qui va transmettre de l'information au patient, mais c'est le patient qui arrive aussi avec des informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Et du coup, le soignant doit avoir, lui, cette approche de comment il va communiquer pour peut-être remettre en cause ce que le patient a comme information en arrivant au moment de la consultation. Et enfin, le développement des compétences par la formation, bah, c'est de favoriser l'interdisciplinarité, hein, comme on l'a vu, parce que des changements de relations professionnelles entre des médecins, des infirmiers, des nouveaux rôles qui sont définis. Voilà. Alors, à l'INES, comment est-ce que nous, on agit sur toutes ces approches qui vont de la culturation à la formation et on différencie un peu les deux. On est à la fois porteur de certains projets et partenaire sur d'autres. Par exemple, une des premières approches d'acculturation, c'est une action pour laquelle là, on est partenaire, qui s'appelle le Data Kid, qui est une journée de sensibilisation des enfants aux usages de l'IA en santé. La troisième édition va avoir lieu dans un mois. Et là, c'est vraiment une journée qui permet à des jeunes de comprendre les usages de l'IA en santé et aussi bah, les responsabiliser aussi par rapport à leur relation à la santé. Et donc, c'est une sensibilisation qui commence très tôt. Cette année, on va accueillir des classes de quatrième, d'autant plus qu'a été porté au programme de quatrième cette année l'IA dans leurs apprentissages et aussi une classe d'enfants de primaire. Donc on peut commencer très très jeune à sensibiliser à la fois à comment fonctionne l'IA, parce qu'un des ateliers qui est proposé, c'est de comprendre comment fonctionne un arbre décisionnel, par exemple, sans qu'on rentre dans de la théorie ou dans du code, etc., dans des mathématiques. C'est vraiment des ateliers ludopédagogiques. Donc la sensibilisation, l'acculturation peut commencer très tôt. Un autre programme qu'on a mis en place, et là c'est aussi la quatrième année qu'on le fait, c'est des webinaires mensuels qu'on propose sur des thématiques précises. Nos webinaires se font sur un format court, 20 minutes de présentation, 10 minutes d'échange, questions-réponses, et ils sont accessibles à tous. Le prochain a lieu la semaine prochaine, lundi. Et il est consacré à la stratégie de collecte des données. Donc on est dans la stratégie à tous les niveaux. Et une des troisièmes actions d'acculturation, c'est un programme de conférences de regard croisé qu'on fait en partenariat avec l'EIAS, École d'intelligence artificielle en santé du CHU de Montréal, et aussi porté par Sophia Santé, la Société francophone d'intelligence artificielle en santé. L'idée, c'était de se dire que par rapport à une thématique semblable, il y a des approches différentes entre la France ou l'Europe et le Québec. C'est aussi parti d'un constat il y a 3 ans de ça, où effectivement, il y a tout ce cadre réglementaire qui est nécessaire, mais pour lequel, en France notamment, on a une approche de se dire que c'est un frein pour l'innovation, etc. Et puis, au Québec, au Canada, ils ont aussi des cadres réglementaires. Ils ont, par exemple, les données là-bas ne sortent pas des provinces. Et donc, on pourrait se dire, bah, eux aussi, du coup, ils ont des freins par rapport à l'accès à la donnée. Et pour autant, ils développent des solutions. Le CHU de Montréal a été repensé en intégrant les usages du numérique et de l'IA, même dans sa configuration, en fait. Et du coup, pourquoi bah, eux, avec les cadres réglementaires, ils arrivent à avancer, et nous, en Europe ou en France, on peut avoir l'impression que c'est plus compliqué. Donc, c'est parti de ce constat-là, et on choisit une thématique qui est basée sur leur référentiel à eux de compétences qui est plus un référentiel qui est vraiment basé sur ce qu'on pourrait appeler les soft skills, quand nous, le nôtre, le référentiel est basé plus sur les hard skills.
Et on a un expert québécois et un expert français qui échangent leurs pratiques par rapport à une thématique donnée. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de la culturation au sens large, accessible à tous. Et puis à côté de ça, donc on propose des parcours de formation, aussi bien donc de la formation continue comme l'executive master IAI santé, pour lequel cette année on est sur la 4e promotion. Euh, on propose aussi les cours qui s'appellent les contenus de cours qui font référence à la formation socle, donc les 28 heures de formation qui sont définies par le référentiel des compétences du numérique en santé et qui a rendu l'année dernière obligatoire 28 heures de formation au numérique pour les étudiants qui entraient en première année d'études de santé. On propose donc des formations spécialisées sur un format plus court, environ 7 heures, l'équivalent d'une journée pour se former sur un sujet précis. Et on a des partenariats, notamment avec l'Université de Bourgogne, où on participe au DU d'intelligence artificielle en santé, donc qui existe là depuis 6 ans, et le DU d'IA générative en santé, qui a ouvert en janvier 2025, et la prochaine édition sera en janvier 2026. Ensuite, on a eu une approche d'accompagnement global et donc sur de la formation inter-entreprise. Euh, non, c'est même intra-entreprise en fait, là plutôt, où une structure peut nous solliciter pour l'accompagner dans sa transformation, évaluer avec elle ses besoins et ensuite par rapport à ses besoins, voir quels sont les contenus de formation qui sont pertinents qu'on aurait et qui répondraient à leurs besoins et ensuite redéfinir un vrai parcours de formation. L'idée de parcours est pour nous très importante. C'est pas juste des contenus qui sont juxtaposés. C'est vraiment l'idée. Enfin, moi, je pense souvent l'idée du chemin, en fait. On prend la personne à un point de départ et on l'amène sur un chemin de formation. Et que tous les contenus qui sont sélectionnés soient cohérents et aient du sens. Et enfin, on Ça intervient. rentrera justement avec la slide suivante sur les différents modules et autres qu'on vous Ouais, présentera juste après. tout à fait. Et enfin, on intervient aussi sur la formation initiale. Donc, je faisais mention du référentiel, hein, des compétences qu'a rendu les 28 heures obligatoires de formation pour les étudiants en santé. Et on accompagne des petites structures, des CFMK, des universités catholiques, qui n'ont pas forcément les moyens humains pour répondre à cette obligation de 28 heures. Et on les accompagne pour avoir accès à ces contenus. Ouais, Voilà. il nous reste juste quelques petites minutes avant de pouvoir basculer sur les questions-réponses. Merci beaucoup, Barbara. Pour continuer rapidement sur la partie formation et après surtout on ira sur la partie baromètre et sur la partie questions-réponses. On rappelle aussi que cette notion de parcours qu'a rappelé Barbara est extrêmement important. C'est pour ça aussi justement qu'on a un catalogue de formation qui est commun à William, à l'INES et à Etikia sur certaines parties, certains parcours. Et justement, on a donc à la fois du présentiel et du distanciel et un certain nombre de modules de formation qui peuvent aussi également être sélectionnés pour construire des parcours à la carte avec l'initiation à l'IA en santé, découverte des fondamentaux de l'IA, un cours de l'IA en santé, les opportunités d'intégration, etc. De toute façon, le support vous sera communiqué dès le début de semaine prochaine avec justement le lien vers le catalogue dans le QR code. À noter aussi, hein, voilà, un référencement à NFH aussi qui permet assez facilement d'accéder à ces formations, évidemment, des organismes certifiés Calliope. On va basculer sur les dernières séquences avant d'aller sur les questions-réponses. Notamment, je vais donner la main à Nausicaa sur le baromètre qu'on a pu construire côté William. Oui, et pour juste compléter les propos d'Arnaud concernant la formation et faire le lien avec ce que je vous ai expliqué sur la démarche projet, l'intérêt de faire des modules de formation et pas seulement vous proposer des parcours, c'était justement de sélectionner le brique de connaissances nécessaires à la réalisation du projet sans pour autant s'engager sur des parcours plus longs avec une disponibilité de temps qui souvent est très limitée dans les contextes en établissement. Donc, concernant le baromètre, c'est un outil que nous avons construit en interne avec l'envie de vous proposer un avant-goût sur la maturité de votre structure. Évidemment, ça ne va pas remplacer un véritable diagnostic. On vous laisse scanner le QR code. Vous allez avoir 10 questions sur 4 axes qui vont vous permettre de vous positionner. À la fin du questionnaire, vous aurez une premier score qui va vous donner cet aperçu de maturité. Et si vous le souhaitez,
semaine prochaine, on vous enverra le détail du score avec des axes de travail intéressants en fonction de votre profil. Et aussi, nous allons vous partager la moyenne des résultats pour que vous puissiez contextualiser votre positionnement par rapport aux autres participants. Et bien évidemment, les résultats sont anonymisés. Donc ça, il vous suffit juste de scanner le QR code et de remplir. C'est vraiment un questionnaire très court, hein, de 2 minutes. C'est un extract de ce qu'on peut faire. Nous, par ailleurs, en établissement, on a des analyses beaucoup plus poussées. Là, l'idée, c'est de pouvoir voilà, vous positionner et avoir quelques éléments de retour d'expérience. On va pouvoir maintenant basculer, on sera voilà, un tout petit peu en retard, il est 41, on va basculer sur une session de questions-réponses. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 13 heures en tout cas, donc n'hésitez pas, on a une vingtaine de minutes si jamais vous avez des questions, les uns ou les autres, sur les différentes interventions. N'hésitez pas à les rentrer dans le chat en tout cas. Et voilà, pour ceux qui doivent nous quitter, en tout cas, on vous remercie vivement pour votre participation. Et n'hésitez pas à rentrer les premières questions, en espérant que... Hop, touc. Alors, je sais, normalement Je le pense chat que est tout le monde est activé. pris au Ah, questionnaire, Arnaud. Oui, c'est pas faux. En tout cas, je l'espère. Donc, ce qui serait intéressant avec ce petit questionnaire aussi après, c'est que ça vous donnera déjà quelques premiers éléments. Voilà, forcément, c'est des sujets qu'on traite bien plus en profondeur, mais ça nous semble intéressant d'avoir quand même quelques éléments bah, voilà, pour vous positionner là-dessus. Et même si vous n'avez pas de questions, ça pourrait être intéressant d'avoir un retour, soit sur les questions qu'on vous a présentées, soit sur les axes que nous avons identifiés, parce que bien évidemment, c'est intéressant d'avoir un feedback dans ce sens. Bah, surtout, ce qui nous a semblé intéressant aujourd'hui de le faire à 3 voix, à 4 voix en tout cas, et 3 structures, c'est qu'on a au final des retours qui sont très complémentaires. Et on voyait bien que pour que l'IA, son déploiement fonctionne, il y avait vraiment ces 3 piliers, la partie conduite de projet, la partie prise en compte de l'éthique et la partie formation. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a voulu aujourd'hui vous proposer ce webinaire pour dire qu'au final, c'est difficile aujourd'hui d'adresser l'IA d'une seule manière. Il y a plusieurs piliers derrière pour s'assurer qu'à la fin, on ait le fonctionnement qui soit optimal, qui soit encadré, qui ait du sens, et avec à chaque fois les professionnels de santé, l'établissement et les patients. On a à chaque fois ce triptyque en fait qui est important de garder en tête. Je ne sais pas si côté Françoise ou Barbara, voilà, vous avez un petit mot de la fin en attendant qu'éventuellement il y ait des questions. Je sais qu'on a été très clair. Ça serait une très bonne nouvelle aussi. Oui, je me permettrai de rebondir donc, sur vos propos, notamment en termes de gouvernance et de formation. Aujourd'hui, pour les établissements, en termes de responsabilité, ça leur permet de structurer leurs responsabilités. Il faut savoir que en termes de responsabilité civile, il y a un certain vide. Il y avait la Commission européenne prévoyait à l'époque une directive pour adapter le droit de la responsabilité civile de l'IA qui a été abandonné en février 2025. Et aujourd'hui, donc, on a l'AE Act, on a le RGPD, donc ça permet d'encadrer l'usage. Mais aujourd'hui, en cas de préjudice subi par un système d'IA, bah, du coup, il n'y a pas de cadre harmonisé européen. Donc, c'est selon les États membres. Et du coup, c'est selon la typologie des acteurs. Donc, en termes de responsabilité de l'établissement, est-ce qu'il y a eu un défaut de surveillance? Donc, quid de la gouvernance? Est-ce qu'il y a un défaut de formation vis-à-vis des équipes en termes de prise en main de l'outil? Vous voyez, ça permet vraiment, les sujets qu'on a soulevés va permettre d'encadrer cette responsabilité-là. Donc, ce sera des faisceaux d'actions mises en place par l'établissement via la formation, via la mise en place de gouvernance. Est-ce qu'on a mis en place une charte IA qui complète la charte data? Mais tous les points évoqués sont essentiels, notamment pour encadrer la responsabilité. Et puis peut-être pour aller un peu plus loin aussi sur la formation, se pose la question du financement
de cette formation. Donc effectivement, quand c'est inscrit dans la gouvernance d'un établissement, l'établissement prend en charge d'une manière ou d'une autre la formation de ses salariés. Mais pour ce qui est des professionnels indépendants, libéraux ou même de toute personne de l'écosystème qui veut se former, le financement reste encore une grande question. L'INES est depuis peu organisme DPC et la prochaine étape, ça va être de faire référencer des formations au DPC, sachant que le DPC ne prend en charge les formations que celles qui couvrent en fait les thèmes du référentiel des compétences du numérique en santé. Donc c'est limitant. Et pour ce qui est des professionnels libéraux qui ont un fonds de financement qui s'appelle le FIFPL, très peu de professions sur le cahier des charges là, qui était sur 2025, très peu de professions avaient dans leur cahier des charges de l'IA en santé. La seule qui avait, je crois qu'il y en avait deux, c'était les pharmaciens et les infirmiers. Mais sur tous les autres professionnels, on était bien loin d'avoir une prise en charge de la formation à l'IA. Je vous propose dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, d'en rester là. Vous avez à l'écran affiché bah, du coup les coordonnées des différents intervenants. Donc n'hésitez pas, si jamais voilà, vous avez des questions qui vous viennent suite à la séance, à nous contacter. On en profite aussi bah, pour remercier à nouveau les établissements adhérents LPVIA aussi les équipes LPVIA qui se sont connectées aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des participants aussi. On remercie bah, également Françoise et Barbara pour bah, leur participation ainsi que Nausicaa. Et puis les équipes côté William. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à nous contacter. Et on vous souhaite à tous bah, une bonne après-midi et un bon week-end. C'est aussi très important. Merci à tous en tout cas. Et on va bientôt clore ce webinaire. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.